Merci à toutes et à tous. Donc, je suis très heureux d'animer ce débat aujourd'hui entre Emmanuel Todd et Henri Guénaud. Je vous les représente rapidement, évidemment. Henri, donc, qui est haut fonctionnaire, un homme politique, qui est économiste de formation, qui a enseigné dans plusieurs grandes écoles, qui a été commissaire général au plan de 95 à 1998 et puis quelques années plus tard, qui est devenu le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy pendant toute sa présidence. Emmanuel Todd, qui est... Prends ta voix est à moitié pardonnée. Emmanuel Todd, bien sûr, qui est anthropologue, démographe, qui est historien, évidemment, prospectiviste, pourrait-on dire, et ces prospectives l'ont parfois amené au rôle, je ne sais pas s'il est envié ou enviable, de prophète. Dès 1976, avec la publication de son livre, où très en avance, il annonçait la décomposition et la chute finale de l'URSS à court terme. Puis en 2003 également, avec son livre Après l'Empire, où il annonçait la perte de puissance, des problèmes à venir de leadership des États-Unis, au moment où évidemment l'hyperpuissance américaine triomphante était partout. Henri, au mois de mai dernier, tu as sorti une tribune dans le Figaro qui a très largement circulé, très au-delà d'ailleurs des frontières françaises. Le New York Times en avait parlé, où tu alertais, tu t'inquiétais d'une marche à la guerre qui te rappelait un peu celle de 1914 avec ces somnambules qui ne voient pas forcément toutes les conséquences à long terme de ce qui peut se passer. Emmanuel, toi aussi, tu t'intéresses évidemment à ce sujet. Tu as sorti d'ailleurs aussi une autre tribune assez récemment sur ce thème-là. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, avec un an de recul, quel regard, Henri, tu portes sur ce qui se passe dans l'Est de l'Europe et sur les bouleversements géopolitiques que ça a entraîné sur la planète? J'ai écrit, moi, quand j'ai écrit cette tribune, enfin, je l'ai écrite parce que je n'en pouvais plus de l'ambiance qui régnait, du climat, et de l'espèce d'aveuglement qui nous entraînait sur une pente que je jugeais extrêmement dangereuse. Alors, je voulais pas faire du tout de morale, surtout la morale du bien et du mal, le camp du bien, le camp du mal, alors qui a raison, qui a tort, qui est bon, qui est mauvais. Chacun peut se faire son idée. Je trouve que ça pourrit le débat. Ce qui m'intéressait, c'était mettre l'accent sur la nature de la guerre. Pour dire, écoutez, la guerre, c'est toujours une montée aux extrêmes. La guerre, c'est un phénomène très particulier où chacun peut être amené à faire ce qu'il croyait ne jamais faire de sa vie. Alors appelons ça escalade, engrenage. Et nous en avons d'ailleurs donné l'exemple. Alors, j'avais beaucoup parlé de la Première Guerre mondiale pour ce qui était de l'engrenage qui menait à la guerre. Une façon d'illustrer ce phénomène, qui n'est pas un phénomène propre à 1914, mais qui est particulièrement, presque à l'état chimiquement pur dans cette période-là, c'est-à-dire un moment où, en fait, personne ne veut vraiment ce qui va se passer, et par un enchaînement psychologique où chacun prête à l'autre ses propres angoisses et ses propres ambitions, on finit par arriver à quelque chose, encore une fois, que personne n'avait vraiment voulu. Voilà, et tout le monde préparait la guerre sans la vouloir, et puis elle finit par arriver. Mais j'avais aussi beaucoup fait référence à la Seconde Guerre mondiale pour une raison simple, c'est qu'elle nous montre combien des gens qui n'avaient pas l'intention de commettre de grands crimes en ont commis, y compris, pas seulement, je parle pas d'Hitler qui lui avait l'intention de commettre ces crimes, mais je parle des Alliés. C'est-à-dire quand pendant une semaine les Alliés décident de bombarder Hambourg, qui font au moins 40 000 morts civils, ils ne bombardent pas des installations militaires, ils bombardent des civils. Et qu'on entre ainsi dans un cycle, dans un moment de la guerre où on va bombarder sans arrêt les villes allemandes pour casser le moral des populations et pour essayer de les retourner contre le régime. Qu'on en arrive au bombardement de Dresde, où en une nuit, on tue entre 40 000 et peut-être 80 000 personnes pour les villes. C'est Churchill et Roosevelt. Ce ne sont pas des criminels, ce sont des gens qui n'auraient jamais pensé faire ça de leur vie. Eh bien, ils le font.
quand Truman a balancé 2 bombes nucléaires, parce que la première n'a pas suffi, sur 2 villes japonaises, Truman n'aurait jamais pensé un jour commettre un tel acte. Et l'engrenage de la guerre conduit à ça. C'est un peu comme une tragédie grecque. Une fois qu'on a écrit le début, on va à la fin de façon inexorable, inéluctable. Voilà. Et ne pas voir ça me paraissait une faute majeure. Voilà. Et un an après, j'espère que l'histoire ne me donnera pas raison jusqu'au bout, mais un an après, nous assistons à une escalade permanente. Il faut quand même être, je rejoins assez ce que dit Emmanuel, mais nous faisons la guerre. Voilà, on peut se dire juridiquement, on n'est pas co-belligérants, faisons la guerre, nous donnons aux uns les moyens de tuer les autres, de plus en plus, prenons des sanctions économiques, faisons la guerre. Voilà, je ne sais pas jusqu'où ça ira, j'observe simplement que au fur et à mesure de l'avancée des événements, du déroulé des batailles, etc., la surenchère continue. C'est-à-dire au début, personne n'imaginait que l'Ukraine rendrait un jour le Donbass, que l'Ukraine reprendrait le Donbass et la Crimée. Et maintenant, on en est, le Donbass apparaît à qui qu'il faut qu'il récupère le Donbass, et on en est à la question de la Crimée. Encore une fois, j'espère que l'histoire me donnera tort, mais je pense que si la Crimée devait être envahie par l'Ukraine, s'il y avait un risque réel pour la Russie de perdre la Crimée, nous entrerions dans un autre monde, dans un autre moment de l'histoire. Et que nous sommes quand même dans une situation inédite par rapport à toutes les guerres totales que nous avons connues, c'est que nous vivons cette situation sur fond d'arsenaux nucléaires gigantesques. Ce sont les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre, les 2 plus énormes arsenaux nucléaires de la planète, avec lesquels on peut effectivement transformer la guerre mondiale que décrit Emmanuel en guerre totale nucléaire mondiale. Donc, ça n'effraie personne, voilà. C'est ça qui me désespère. On est toujours nous sommes le camp du bien, nous avons donc raison. Et le problème du camp du bien, c'est qu'il peut tout se permettre, puisqu'il est le bien.